Alors, bonjour à toutes les personnes qui se sont jointes à nous pour cette webconférence qui est en lien donc avec la sortie de notre tout nouvel ouvrage intitulé Procédures disciplinaires et rupture du contrat de travail en infographie. Alors, la revue fiduciaire a eu le grand plaisir de s'associer avec le cabinet Barthélémy Avocat pour réaliser cet ouvrage qui est donc tout en infographie et qui a vocation à décrypter en un clin d'œil la complexité du droit disciplinaire et des différentes formes de rupture du contrat de travail, tout en faisant aussi référence aux sources. Alors, l'objectif qui est visé pour chaque thème que nous avons sélectionné dans l'ouvrage, eh bien, c'est de le rendre plus facilement lisible grâce aux infographies, mais aussi de présenter certains points de vigilance dans les pages texte que nous avons associées à ces infographies. Donc finalement, avec cet ouvrage, eh bien, vous pourrez disposer d'un véritable mémo dans des domaines qui sont riches en procédures et riches en délais de toutes sortes qu'il est impératif d'avoir à l'esprit et de respecter. Alors, à l'occasion de la sortie de notre ouvrage, eh bien, nous avons voulu saisir l'occasion de partager avec vous, dans le cadre de cette webconférence et en avant-première, puisque l'ouvrage n'est pas encore en librairie, une quinzaine de nos infographies. Et ce sont les auteurs de ces infographies, Jean-Julien Jarry et Adrien Puyfagès, du cabinet Barthélémy Avocat, qui vont les décrypter ce matin spécialement pour vous. Alors, Jean-Julien Jarry est associé au sein du cabinet et il dirige actuellement leur service ressources et développement qui est composé de 3 pôles, un pôle édition et information, un pôle formation et enfin un pôle digitalisation. De son côté, Adrien Puyfagès travaille dans le cabinet en tant que juriste en droit social dans le service ressources et développement en complément de son activité de conseil en droit social aux employeurs. Alors, une partie de leur activité au sein du cabinet consiste à mettre au point des produits digitaux pour leurs clients et notamment des infographies. Donc, vous comprenez bien que cette association avec la revue fiduciaire ne doit bien évidemment rien au hasard puisque nous sommes nous-mêmes très friands d'infographies. Alors, sachez, je le rappelle, qu'à l'issue de cette webconférence qui va durer environ 1 heure, eh bien, Jean-Julien et Adrien répondront à un certain nombre de vos questions que vous pouvez poser pendant l'intervention à partir du chat intégré. Alors surtout, n'hésitez pas. Et je vais maintenant passer la parole à Jean-Julien qui va tout d'abord prendre quelques minutes pour vous expliquer ce qu'est le legal design que tout comme nous avons à cœur de développer pour vous. Bien, Jean-Julien. bonjour à toutes et à tous. Évidemment, merci d'être aussi nombreux. Alors sur le legal design, quelques mots quand même, puisque vous avez vu que les infographies, je pense que tous, vous avez déjà vu des infographies, en particulier sur les réseaux sociaux. Et legal design, c'est quoi, puisque c'est à la mode? C'est alors surtout pas rendre le droit joli, puisque vous allez voir là de belles illustrations, mais c'est avant tout en fait de remanier le matériau juridique pour le rendre beaucoup plus clair, accessible et opérationnel. Vous êtes tous juristes ou en tout cas vous pratiquez le droit au quotidien et vous voyez bien que dans le code du travail, dans les dispositions conventionnelles, parfois les rédactions sont un peu alambiquées et c'est ce qui constitue l'un des principaux freins à l'application du droit et surtout à comprendre toutes les vertus qu'on peut en tirer dans notre pratique professionnelle. Et c'est pourquoi dans cet ouvrage, vous verrez donc la méthode que nous avons appliquée qui permet simplement de clarifier la règle de droit. Et j'insiste juste sur ce point. On parle bien de clarifier, de pas de vulgariser, parce que bien souvent on entend que le legal design ou de l'infographie, c'est de la vulgarisation du droit. Pensez que quand vous vulgarisez, vous touchez en fait, vous paupérisez la règle. Et l'intérêt du legal design, c'est d'être aussi exhaustif que le texte en étant tout simplement plus clair. On va vous en faire maintenant la démonstration. Je passe la parole à Adrien, peut-être qu'il va commencer, je crois, sur sa première partie de l'ouvrage, qui est la procédure, les procédures disciplinaires. Bien, bonjour à toutes et à tous. Donc, vous l'avez vu au titre de l'ouvrage, même si la rupture du contrat de travail occupe une grande place
dans l'ouvrage, parce que forcément, on a les parties économiques qui doivent être distillées dans beaucoup d'infographies. Le cœur de l'ouvrage initial, et c'était un peu le cœur du projet aussi, c'est le droit disciplinaire. Donc, avant toute chose, j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur la procédure disciplinaire et avant tout, comprendre déjà les différentes étapes de la procédure disciplinaire. Donc là, vous le voyez avec cette infographie est plutôt textuelle et c'est d'ailleurs quelque chose que l'on peut voir au cours de l'ouvrage. En le feuilletant, on peut avoir des infographies qui vont être beaucoup plus graphiques que celle-ci. Celle-là a pour but de bien cibler les différentes étapes pour pouvoir les comprendre du premier coup d'œil. Là, on se rend compte qu'avec cette procédure disciplinaire classique, nous avons 3 grandes étapes, la convocation entretien préalable, cette tenue de l'entretien préalable et enfin l'éventuelle notification de la sanction. Là, on se pose différentes questions. Comme l'expliquait Jean-Julien un peu plus tôt, le but de l'ouvrage étant de rendre le droit plus clair et plus accessible pour le plus grand nombre, il est nécessaire de se mettre à la place de la personne qui va lire l'ouvrage et cette personne, qu'elle soit opérationnelle, employeur, directeur de ressources humaines ou autre, doit pouvoir d'un simple coup d'œil comprendre rapidement quels sont les enjeux de chaque étape. Là, par exemple, si je prends la convocation entretien préalable, on se rend bien compte que l'on va se demander déjà comment est-ce qu'on adresse cette convocation. Donc là, on vient préciser par LRAR ou par remise en main propre contre décharge. Et là où les pages textes sont intéressantes, c'est qu'on vient par ces petits ajouts, notamment par les points de vigilance qui sont issus de la pratique ou de la jurisprudence, préciser un petit peu les conditions. Là, la règle générale, c'est par LRR ou par remise en main propre, mais il est aussi possible d'envoyer cette convocation par lettre recommandée électronique dans le cas où les salariés ont accepté la réception de lettres recommandées électroniques. Voilà. On applique la règle générale, mais bien sûr, vu qu'on est en droit, il y a toujours des détails qui viennent préciser un petit peu cette règle. Pour ce qui est du contenu de la lettre de convocation à l'entretien préalable, il n'est bien sûr pas nécessaire de préciser le motif qui a mené justement à prendre cette éventuelle sanction. On indique simplement l'objet, la date, l'heure et le lieu de l'entretien, ainsi que le droit au salarié de se faire assister par un autre salarié de l'entreprise. Petit point d'ailleurs de détail sur cette dernière notion. Contrairement à l'entretien préalable à licenciement, disciplinaire ou autre, dans le cadre d'une procédure disciplinaire simple, le salarié ne peut se faire accompagner que par un salarié de l'entreprise et non pas, dans le cas où il n'y aurait pas d'IRP au sein de l'entreprise, par un conseiller qui serait disponible, par exemple, sur les listes disponibles en mairie. Il est important du coup de cibler du premier coup d'œil les différentes étapes. Pour ce qui est de la tenue de l'entretien préalable, nous pouvons voir aussi déjà l'objet de l'entretien, donc principalement le fait d'indiquer les motifs de la sanction envisagée pour l'employeur et le fait pour le salarié de s'expliquer sur les faits qui ont amené à prendre cette éventuelle décision de sanction. Et si vous voulez, il y a vraiment cette notion d'échange dans cet entretien préalable, mais qui n'est pas un contradictoire pur. L'entretien a pour seul intérêt pour le salarié de s'expliquer, c'est-à-dire que l'absence du salarié à l'entretien ne peut pas lui être reprochée. C'est une faculté qui lui est offerte, mais à aucun moment elle ne peut être reprochée à ce moment-là. Pour ce qui est de la notification de la sanction, on retrouve les règles classiques. Donc, dans ce cas-là, c'est indiqué comment, encore une fois, par LRR ou remise en main propre, et quand, dans un délai de 2 jours ouvrables au minimum et de 1 mois au maximum après le jour fixé pour entretien préalable. Là, avec une seule page, vous avez l'ensemble des enjeux de la convocation, de l'entretien et de la notification de la sanction. Pour ce qui est de la slide suivante, on a pris ici un exemple. Alors bien sûr, on ne va pas vous montrer l'ensemble des slides. On a fait une sélection avec Jean-Julien pour vous montrer des thématiques qui pourraient nous sembler intéressantes. Pour ce qui est de cette slide-là, on va évoquer rapidement la mise à pied conservatoire, mais dans le cadre d'une procédure disciplinaire. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit une ligne de temps qui vous permet facilement, là encore, de saisir les différents délais. Parce que on le sait bien, le droit du travail est quand même un domaine qui est assez complexe, alors qu'il touche la majorité des Français. Et si l'on s'en tient uniquement aux règles distillées par le Code du travail ou par des ouvrages plus universitaires, il est parfois assez compliqué de s'y retrouver d'un simple coup d'œil. Là, prenons le cas d'une personne qui va être responsable des ressources humaines et qui a une mise à pied conservatoire à mettre. On retrouve toutes les étapes, les délais à bien respecter
et c'est assez facile du premier coup d'œil de savoir où nous nous en trouvons. Le cas de cette mise à pied à titre conservatoire, elle est, dans ce cas, visée exclusivement pour une sanction disciplinaire. Et d'ailleurs, c'est pour ça que l'on va préciser, notamment avec le carré rose que l'on retrouve sur la droite, l'absence de sanction impose la rémunération de la période de mise à pied. Parce que cette sanction, cette mise à pied à titre conservatoire n'est pas une sanction, justement. Elle est opposée à la mise à pied disciplinaire, que l'on va étudier juste après, qui est là vraiment pour sanctionner le salarié. Cette mise à pied à titre conservatoire, elle a pour but d'éloigner le salarié de l'entreprise pendant la période et pendant la durée de la procédure, soit par exemple parce qu'il a eu un comportement relativement important, relativement grave, et qui pourrait être à même de mettre en danger ses collègues, mettre en danger lui-même, ou qui pourrait fausser des preuves. On retrouve un petit peu, si vous voulez, un parallèle avec une enquête. Dans ce cas-là, il faut agir relativement rapidement. Et cette mesure de mise à pied à titre conservatoire est tellement forte que, et c'est ce que l'on retrouve à la fin de la procédure, si jamais l'employeur ne vient pas à licencier le salarié pour faute grave, cette durée de mise à pied doit être rémunérée. C'est en ça qu'elle doit être prise avec parcimonie, parce qu'il faut bien comprendre qu'on éloigne le salarié de l'entreprise pendant quelques temps. Si l'on prend, donc encore une fois, avec les différents points de vigilance pour trouver des précisions et des détails, si l'on prend par exemple la convocation à l'entretien disciplinaire, dans le cas où une mise à pied à titre conservatoire a été prononcée, généralement à l'oral au moment où l'employeur est au courant du fait, dans ce cas-là, il est judicieux de la préciser à nouveau dans la convocation. Et ça, encore une fois, on va le retrouver dans les points de vigilance qui sont issus des pages texte. On retrouve ici, en haut à gauche de l'infographie, un petit rectangle qui vient préciser un petit peu la thématique dans laquelle on se trouve. Là, on est dans la procédure disciplinaire classique, qui est en opposition à la procédure disciplinaire simplifiée. Procédure disciplinaire simplifiée qui fait l'objet d'autres infographies et qui ne nécessite pas l'ensemble des étapes liées à cette procédure disciplinaire classique. Donc, pas la peine de convoquer un salarié, de tenir l'entretien, car la simple notification de la sanction suffit. C'est le cas notamment de l'avertissement. Dans ce cas-là, on arrive aussi du premier coup d'œil, lorsque vous avez l'ouvrage devant vous, à savoir précisément où vous en êtes et dans quel cadre vous vous trouvez. Enfin, troisième infographie que l'on va rapidement aborder ensemble concernant cette procédure disciplinaire. Comment mettre à pied à titre disciplinaire un salarié? Dans ce cas-là, on retrouve une ligne de temps qui est relativement similaire avec ce que l'on a vu avant et surtout avec les différentes durées. Là, on va avoir un salarié qui commet un fait fautif qui est suffisamment grave. Pourquoi suffisamment grave? Parce que la sanction envisagée est grave et justement dépasse le simple avertissement. Il faut bien comprendre que l'on parle de droit disciplinaire, donc il y a forcément une notion de proportion à respecter. Dans ce cas-là, vous voyez qu'il peut y avoir une durée qui est relativement infinie entre le moment où le salarié commet son fait fautif et le moment où l'employeur ou son représentant, par exemple le manager du salarié fautif, est au courant. Ce point est intéressant car à partir du moment où l'employeur ou son représentant, comme le manager, est au courant, un délai de 2 mois calendaires commence à courir. Ce délai de 2 mois est un délai à partir duquel la faute sera prescrite si elle n'a pas été punie. Donc là, on se retrouve avec deux choix possibles. Le premier, sur la ligne de temps horizontale, l'employeur ou son représentant est mis au courant, il ne sanctionne pas le fait fautif, il y a un délai de plus de 2 mois calendaires qui passe, et la faute est prescrite et ne peut plus être sanctionnée. Donc ça, c'est un point essentiel, car il est courant, que ce soit chez nos clients ou chez les entrepreneurs que l'on peut rencontrer, que ce type de délai passe relativement rapidement et que l'on ne fasse rien. Soit parce que l'on souhaite attendre de voir si d'autres faits vont s'aggraver, soit parce que l'on n'est pas forcément au fait de ce type de délai. Malheureusement, une fois que le délai de 2 mois calendaires est passé, on ne peut plus sanctionner les faits fautifs. C'est en ce sens qu'il faut agir de manière relativement rapide dès que l'on est au courant. À l'inverse, si l'on prend la ligne de temps qui part en dessous de l'employeur, sur un délai de 2 mois, l'employeur va avoir convoqué le salarié à un entretien disciplinaire. Donc là, on retrouve les différentes règles qui sont précisées sur l'infographie spécifique à la convocation à un entretien, avec l'objet d'entretien, la date, l'heure, le droit à l'assistance, très bien. Dans un délai raisonnable, alors en pratique, on va souvent appliquer le délai qui est utilisé pour la convocation d'entretien disciplinaire préalable à licenciement. C'est quelque chose qui est courant, au moins on sait que c'est considéré comme un délai raisonnable. Mais
La jurisprudence évoque simplement cette notion de délai raisonnable. Donc, dans ce délai raisonnable, il doit y avoir la tenue de l'entretien disciplinaire. Ce délai, en fait, a vocation à permettre au salarié de préparer sa défense et potentiellement de chercher un salarié qui l'assistera durant cet entretien. Là encore, on voit en dessous de la tenue de l'entretien disciplinaire des éléments qui viennent préciser un petit peu la manière dont se passe l'entretien. Et ensuite, on a le délai supérieur à 2 jours ouvrables et inférieur à 1 mois calendaire qui permet de notifier la sanction. Là encore, si on dépasse le délai de 1 mois calendaire, on considère que la faute est prescrite et on ne pourra plus sanctionner. Donc vous voyez que dès que l'on parle de procédure disciplinaire, mais comme souvent en droit, beaucoup de délais doivent être impérativement respectés et c'est en ça que cet ouvrage vous permet du premier coup d'œil de retrouver l'ensemble de ce délai et d'être sûr de ne pas les dépasser. Je laisse ensuite la parole à Jean-Julien qui abordera la thématique de l'inaptitude. Ok, c'est parti sur l'inaptitude. Donc on a fait, comme vous a dit tout à l'heure Adrien, un choix de quelques infographies qui nous semblaient en fait, pourquoi celle-ci? Parce qu'elle, certainement, c'était des thématiques qui irriguaient le plus souvent votre quotidien, que ce soit du disciplinaire, on va voir là de l'inaptitude, et puis après on parlera de procédures un peu plus spécifiques et on vous en expliquera les raisons. Mais ça permet de voir l'essentiel en fait de ce que vous pouvez aussi pratiquer dans les gestions individuelles, en tout cas des relations de travail. Alors sur l'inaptitude, on a réfléchi à la manière de vous représenter cette procédure. Vous allez voir qu'il est, pour certaines thématiques, nous avons été obligés de faire plusieurs infographies pour couvrir parfaitement la thématique. Encore une fois, l'idée c'était d'être parfaitement exhaustif sur la règle et non pas de se dire tout doit tenir en une slide en mettant que des approximations. Sur ce point-là, tout à l'heure, Adrien vous disait que l'intérêt de l'ouvrage, c'était pour l'utilisateur, pour le lecteur, de comprendre les enjeux, les étapes et parfois même le timing de chaque procédure. Je pense bien évidemment à vous quand vous êtes des professionnels du droit. Ça vous permet déjà d'avoir un petit mémo et de vous rapporter très rapidement dans un endroit où vous êtes sûr de retrouver les informations que vous recherchez. Et puis surtout pour vos managers ou les opérationnels, on sait bien qu'un bon croquis vaut mieux qu'un long discours. Et parfois, leur communiquer ce type de fiches, on le fait chez nos clients. Ce type d'infographie, on sait qu'ils sont diffusés dans l'entreprise auprès des différents services. Ça permet aussi d'avoir un relais de la politique sociale qui est mise en place. Et puis, vous savez que lorsqu'il faut constituer notamment des dossiers disciplinaires, eh bien, on va avoir le manager qui a oublié de prendre de prendre des éléments d'information circonstanciés qui permettraient d'engager tel ou tel type de procédure, ou alors il est hors délai lorsqu'il nous prévient. Eh bien, c'est tout l'intérêt de cet ouvrage de pouvoir être aussi diffusé à des non-juristes. Concernant la procédure d'inaptitude, on reste sur le même schéma de représentation. Alors, je ne vais pas vous faire un cours de droit sur l'inaptitude, vous le connaissez tous aussi bien que moi. L'intérêt, c'était de se dire, lorsque je suis face à cette procédure, qu'est-ce que je dois avoir à l'esprit? Eh bien, on a vu qu'on avait pu distinguer 3 types d'étapes. Alors, sur le constat de l'inaptitude en tant que tel, vous le savez qu'il y a une première étape qui consiste en fait à la réalisation d'une étude, soit par le médecin du travail ou par une équipe pluridisciplinaire, un infirmier, etc., qui peut éventuellement faire une étude du poste de travail et des conditions de travail. Et cette observation va permettre au médecin de réaliser ensuite un examen médical pour identifier des éventuels aménagements de poste ou reclassements, le cas échéant. Sur cette première étape, je vais attirer votre attention. Pourquoi certains pourraient nous dire ça nous échappe un peu cette partie, puisque c'est le médecin du travail qui le fait, donc peu d'intérêt peut-être à l'avoir à l'esprit. Pourtant, il y a un point qui est extrêmement important. Vous voyez qu'il y a un encadré en haut à droite avec un petit point d'exclamation. Ça, ce sont quoi? Ce sont, au-delà des dispositions légales, réglementaires, nous apportons également des points de vigilance pratiques que l'on peut retrouver bien sûr chez nos clients. Et pour vous dire attention, par exemple sur ce type de procédure, vous savez que si l'avis médical n'est pas établi ou rédigé conformément aux dispositions légales ou conventionnelles, réglementaires, c'est-à-dire que le médecin du travail oublie de faire une étude du poste ou des conditions de travail, ne remplit pas la fiche entreprise ou le renseigne mal le document, c'est un risque en cas de licenciement, bien sûr, d'avoir un licenciement qui soit nul, puisque fondé sur l'état de santé. Tout cela parce qu'en fait, l'avis médical, qui bien sûr vous échappe, n'a pas été rédigé comme il fallait.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Et c'est là où on apporte une plus-value sur l'ouvrage, c'est de vous dire que dans ce cas de figure bien précis, il faut impérativement ressolliciter le médecin du travail pour qu'il établisse l'avis médical dans les conditions réglementaires. Sur l'étape 2, il n'y a pas de difficulté particulière. On arrive à synthétiser très rapidement quels sont les événements. Dans cette étape 2, c'est l'élaboration de l'avis médical définitif. Donc là, vous savez qu'il y aura un échange d'abord avec le salarié sur les éventuelles indications que le médecin va faire avec des propositions, le cas échéant, de reclassement. Et puis de l'autre côté, ensuite, le médecin va échanger avec l'employeur sur justement ce qu'il envisage de faire. Il va recueillir l'ensemble des informations des deux parties pour élaborer en troisième étape l'avis définitif. Donc là, sous cette troisième étape à droite, on vous indique ensuite de manière très synthétique mais exhaustive les différents éléments qui doivent figurer sur l'avis médical. Et c'est sur ce point-là que je vous disais, attention, s'il manque quelque chose là-dessus, surtout ne partez pas sur un licenciement, ça pourrait être périlleux. Deuxième étape, une fois que l'inaptitude a été constatée, on passe à la procédure de reclassement. Alors, pour la procédure de reclassement, c'est des types de procédures sur lesquelles on accompagne très régulièrement nos clients, même s'il y a des règles qui sont pourtant bien acquises, on sait que les conséquences sont quand même importantes. Et pour y voir très clair, on a réussi à identifier, là encore, certaines étapes qui permettent de mettre en œuvre assez facilement une procédure de licenciement, en tout cas d'éviter les choses trappes. Tout d'abord, vous partez de l'avis médical qui a été émis. C'est simple, soit il met qu'aucun reclassement n'est envisageable, et auquel cas on sait qu'on va partir sur une rupture. Alors je vous rappelle qu'il y a deux cas de figure dans lesquels le reclassement est inenvisageable. C'est lorsque le maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé, c'est le texte qui nous le dit, ou il y a un autre motif, c'est lorsque l'état du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. Et ces mentions doivent figurer dans l'avis médical définitif pour ensuite l'employeur en tire toutes les conséquences. Donc évidemment, si on est dans ce cas de figure, eh bien on ira sur une rupture de contrat. En revanche, si le médecin du travail laisse envisager une possibilité de reclassement, c'est l'encadré numéro 1 que vous voyez à gauche, où on évoque ces deux options, alors dans ces cas-là, l'employeur va être dans l'obligation de mettre en place certaines actions. Quelles sont ces actions? Ce sont des actions de recherche de reclassement, qui est l'étape 2, l'encadré qui est au milieu. Et ici, on aboutit à une situation finalement assez simple, soit à travers des recherches de mutation, d'aménagement de poste, d'adaptation ou de transformation des postes ou l'aménagement du temps de travail, l'employeur arrive à se dire que l'emploi du salarié peut être adapté en fonction de l'avis qu'a émis le médecin du travail, et auquel cas on identifie une solution ou plusieurs de reclassement. Lorsque vous avez identifié ces solutions de reclassement, vous voyez dans l'encadré, on va aller, il y a une flèche qui nous emmène vers la consultation du CSE sur ces propositions-là. Et ensuite, il y aura autre flèche qui repart sur l'étape à suivre, c'est de proposer aux salariés, bien sûr, la solution, cette fois-ci écrite, de reclassement qui aura été identifiée. À l'opposé, lorsqu'il n'y a pas de solution identifiée, on part directement sur une procédure de rupture. Toutefois, et c'est pour ça qu'on l'a mis en jaune, et peut-être qu'on aurait peut-être dû mettre des pointillés, mais on réfléchit à la manière dont on pouvait vous le présenter, et c'est important qu'on vous le fasse aujourd'hui. Se pose la question néanmoins, est-ce que je dois consulter le CSE? Vous savez que le CSE doit être consulté uniquement en cas de solution de reclassement. S'il n'y en a pas, eh bien on peut partir à la rupture. Oui, mais nous, dans notre pratique, on fera toujours la consultation du CSE pour différentes raisons qui pourraient être notamment que l'employeur, par exemple, a peut-être pas réussi à identifier clairement une solution de reclassement ou un aménagement de poste possible. Et l'intérêt était justement avec un débat avec les partenaires sociaux ou avec les élus qui, eux, auraient pu nous dire, mais attention, vous avez peut-être oublié ceci, cela. Nous, on pense que tel poste pourrait être proposé ou tel aménagement pourrait être effectué. Donc, on sait qu'il y a deux politiques, certains qui se disent on n'en a pas besoin et on assume totalement le fait qu'il n'y a pas de reclassement, donc pas de consultation. Mais dans une approche plus différente et plus RH, nous conseillerons plutôt d'aller sur une consultation du CSE. Ça, c'était la deuxième étape. Et puis ensuite, eh bien, assez simplement, on arrive à la troisième. Vous voyez qu'il y a vraiment un fil conducteur.
hop, je reviens à la troisième étape de la slide 2, la slide précédente. Si on peut revenir en arrière, voilà. La troisième étape, c'est celle qui est tout en bas. Eh bien, en fait, le salarié, lorsqu'on lui propose la solution de reclassement, évidemment, soit il dit OK et il poursuit son activité sur le nouveau poste, soit il refuse. Et dans ces cas-là, vous engagerez la procédure de rupture en l'informant préalablement des raisons de l'impossibilité de reclassement. Vous voyez, toutes ces informations qui sont véritablement les consignes qu'on peut donner en pratique à nos clients. L'idée, c'est de trouver un fil conducteur qui vous permet, vous, de suivre étape par étape ce que vous avez à faire avec à chaque fois les points de vigilance qui sont associés. J'en terminerai juste sur les points de vigilance pour vous rappeler, parce que ça n'a peut-être pas été clair dans l'esprit de chacun. Concernant la structuration de l'ouvrage, il y a bien sûr des infographies, comme vous voyez là. Il y a aussi des fois des exemples, et on va y venir tout à l'heure. Et puis, il y a avant toute chose une fiche sur laquelle il y a au préalable un résumé de l'infographie, donc des textes, un résumé texte de l'infographie que vous allez découvrir, tout un tas de points de vigilance. Et ensuite, vous avez les sources, les références qui vous permettent de vous reporter à telle disposition légale ou réglementaire. Et donc, ces infographies viennent en complément, en soutien, si vous voulez, de ces résumés qui sont aussi totalement écrits. On passe à la troisième slide, la dernière en fait du pack inaptitude, qui est en fait une fois que vous avez mis en œuvre la rupture du contrat, on se pose toujours la question qu'est-ce que je dois lui verser? Eh bien, là, vous avez à gauche, à droite, la colonne de gauche concerne les CDD, les inaptitudes appliquées au CDD. Vous savez qu'il y a une procédure spécifique. Et puis, pour les personnes qui sont en CDI et qui sont déclarées inaptes, on a aussi d'autres indemnités. Donc, on a voulu séparer les deux types de contrats pour que vous ayez une vision claire. Et en plein milieu, vous avez une colonne où il est indiqué sous le petit cochon origine de l'inaptitude, soit elle est professionnelle, soit elle est non professionnelle. Et en fonction, eh bien, vous allez soit à droite, soit à gauche, selon que vous avez un CDD, CDI, pour connaître la nature des indemnités à verser et leurs conditions. Pour ma part, j'en aurais terminé. Je pense maintenant que ça va être Adrien qui va vous parler de la fameuse période d'essai. Deuxième et dernière thématique que je vais aborder aujourd'hui, encore une thématique d'ailleurs auquel les services ressources humaines et les employeurs sont souvent confrontés et qui d'ailleurs peut faire l'objet de pas mal de confusion. Donc, il me semblait intéressant de mettre un petit peu l'accent là-dessus parce que là encore, l'ouvrage se présentant comme une sorte de compagnon du quotidien des services de ressources humaines, il me semble important d'avoir des thématiques aussi fortes au son sein. Première infographie. Vous pouvez la voir, elle est assez légère. Il y a peu d'informations parce qu'elles sont essentielles. Déjà, c'est est-ce que la période d'essai est obligatoire? La réponse est simple, non. Non, mais elle est fortement conseillée. Là encore, à chaque fois, on va retrouver des éléments de notre pratique qui fait que même si elle n'est pas obligatoire, nous, en tout cas, on la recommande quasiment systématiquement. Pourquoi? Vous pouvez la retrouver, elle est conseillée côté employeur parce qu'elle permet d'évaluer les compétences du salarié, pour voir s'il est apte à son poste de travail, pas apte au sens inapte, hein, comme vient de le dire Jean-Julien, mais en tout cas apte au niveau de ses compétences. Et du côté du salarié, pour voir si ces nouvelles fonctions lui conviennent, ce qui lui permettrait, le cas échéant, de rompre son contrat de manière unilatérale et quitter son poste beaucoup plus rapidement qu'en respectant un préavis. En tout cas, un préavis de démission classique. Autre point important qui revient souvent, c'est comment formaliser cette période d'essai. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la période d'essai ne se présume pas. Elle doit être expressément stipulée dans la lettre d'engagement ou dans le contrat de travail. Et ce point-là est important, en fait. C'est vraiment le fait de l'écrire qui va lui donner toute sa valeur. En l'absence de mention de période d'essai dans le contrat de travail, aucune période d'essai n'est alors applicable. Et ce point-là est fondamental. C'est-à-dire que vous pouvez très bien considérer qu'il y en a une, mais dans le cas où vous, employeur, par exemple, viendrez à rompre la période d'essai d'un salarié alors qu'elle ne serait pas valable, eh ben, on partirait sur une réqualification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et dans ce cas-là, vous devriez potentiellement verser des indemnités aux salariés. C'est en cela qu'il est important de bien maîtriser ces règles-là. Et là encore, l'ouvrage vise à vous accompagner. Si l'on prend ensuite un point qui revient très souvent et qui est très important, c'est la durée des périodes d'essai. Là, c'est vrai que, même dans notre pratique, encore une fois, mais de manière générale, on entend beaucoup d'informations et on entend un petit peu tout et son contraire. Alors là, ce qu'il faut bien retenir, c'est que l'on parle des périodes
des durées de période d'essai qui sont prévues par la loi. Et d'ailleurs, lorsque l'on voit pour le CDI dans l'encadré numéro 1, à chaque fois les petits 1 qui viennent préciser que ces durées peuvent être réduites par accord collectif, par lettre d'engagement ou par contrat de travail. Donc, on peut très bien prévoir une durée qui est inférieure à ce qui est prévu par la loi. Et à l'inverse, des conventions collectives qui auraient prévu des durées plus longues et qui auraient été mises en place avant la loi du 25 juin 2008 pourraient prévoir du coup une durée aussi plus longue et différente. Bien sûr, ça veut dire que vous devez vérifier dans votre convention collective, mais là encore, j'imagine que vous avez l'habitude de regarder de manière fréquente. Si ce n'est pas le cas, bien sûr, vous pouvez vous faire accompagner pour ce genre de pratique, car une période d'essai qui serait plus longue que ce qui est prévu par la loi ou par votre convention collective n'aurait là encore pas de valeur pour la partie qui dépasse. Et c'est en ça que tout ce formalisme a quand même un fort impact sur la manière dont vous gérez vos relations avec les salariés. Là, on peut retrouver du coup dans ce premier encadré la durée initiale pour chaque catégorie de salariés, ouvriers, employés, agents de maîtrise, techniciens et cadres, ainsi que la durée de renouvellement maximum qui peut être prévue par la loi. Attention, concernant ce renouvellement, il est bien entendu prévu que ce renouvellement doit être noté et prévu par la convention collective. Ce renouvellement ne peut, encore une fois, pas être présumé. Il doit faire l'objet d'un avenant au contrat de travail. Il faut recueillir l'accord du salarié pour pouvoir renouveler la période d'essai, mais il faut surtout, encore une fois, que ce soit prévu par un accord de branche étendu, par exemple. Donc ça, ce sont des points importants qui, parfois, peuvent aussi faire l'objet d'erreurs. Et, encore une fois, je vous invite à être très vigilant sur ces points. On retrouve en point numéro 2 les règles applicables au CDD et au contrat de mission, toujours sur la période d'essai. Et là, on se rend compte que la durée du CDD ou du contrat de mission a un impact direct sur la durée de la période d'essai. Donc là, si la durée du CDD est inférieure à 1 mois, on se rend compte que c'est 1 jour d'essai par semaine travaillée, donc maximum 4 jours, et on avance comme ça peu à peu. Pour le contrat de mission, c'est simple, on a aussi la colonne avec 1 mois, entre 1 mois et 2 mois, etc. Et on retrouve à chaque fois le nombre de jours de période d'essai applicables. Donc là, encore une fois, du premier coup d'œil, vous pouvez retrouver les éléments essentiels. Et enfin, troisième point important, la période d'essai qui serait précédée d'un stage. Beaucoup de jeunes travailleurs qui ont fait leur stage final je sais pas moi, de BTS, de licence, de master, sont embauchés à la suite de ce stage dans cette entreprise. Il faut bien comprendre que à partir du moment où l'embauche se fait sur un, on va dire, poste équivalent avec le même type de mission, la période du stage doit être intégrée et doit être du coup déduite à la période d'essai, à partir du moment où l'embauche a été faite dans les 3 mois qui suivent le stage. Donc ça aussi, c'est une règle qui est relativement méconnue, mais qui apporte un fort impact, car là encore, si jamais vous veniez à rompre une période d'essai alors que celle-ci serait terminée parce qu'il fallait prendre en compte le stage, le licenciement, la rupture de période d'essai serait requalifiée en licenciement sans cause réelle de service. Enfin, comment rompre un contrat de travail en période d'essai? Dernier point essentiel sur l'analyse de cette thématique. Comment formaliser la rupture? Et bien, encore une fois, c'est par écrit. On reste des juristes et vous savez que l'oral n'a au final qu'assez peu de valeur, même si on nous dit souvent qu'on peut le prouver par tout moyen. L'écrit reste la preuve clé. Dans ce cas-là, elle peut être rompue librement et sans procédure particulière. Sans procédure particulière, il faut bien comprendre que l'on parle ici de n'importe quel moyen écrit. Entre nous, il faut toujours privilégier un mode de preuve, on va dire relativement carré, qui sécurise la rupture et la relation de travail. On peut parler d'une lettre recommandée avec l'accusé de réception ou alors d'une lettre remise en main propre contre des charges. Il y a une petite exception qui est notée. Lorsque l'on vient à rompre la période d'essai pour une faute disciplinaire, il faut suivre la procédure disciplinaire classique. Enfin, dernier point, quels sont les délais de prévenance à respecter en cas de rupture d'une période d'essai? Là, c'est un point aussi important. On retrouve du coup qui est à l'origine de la rupture. Donc là, si on voit que le salarié est à l'origine de la rupture, on a 2 types de délais, soit 24 heures s'il est présent dans l'entreprise depuis moins de 7 jours ou au moins 7 jours, soit 48 heures à partir de 7 jours. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, le salarié annonce sa volonté de rompre de manière unilatérale sa période d'essai et il quitte l'entreprise 48 heures plus tard. On voit que pour l'employeur, les délais ne sont pas les mêmes et on peut monter jusqu'à 1 mois de préavis. Attention, et ces bulles orange ont justement toujours un fort intérêt car c'est toujours des points de vigilance sur lesquels on veut vous alerter. Le fait d'avoir une
un délai de prévenance qui dépasserait la durée de période d'essai ne peut pas rallonger la période d'essai. C'est-à-dire que nous sommes à 2 semaines de la fin de la période d'essai, mais l'employeur a 1 mois de délai de prévenance. Eh bien, les 2 semaines qui dépassent devront être indemnisées par l'employeur et il ne pourra pas faire travailler le salarié. Car à partir du moment où il travaillerait ne serait-ce qu'15 jours après la fin de sa période d'essai, on pourra considérer que la rupture n'est pas possible. Il faudra partir sur des procédures de licenciement classiques. Voilà, je redonne la main maintenant sur la restructuration, qui est un gros sujet de l'ouvrage. Et Jean-Julien, c'est ton tour. Alors, on s'est posé la question lorsqu'on a réfléchi à ce projet, est-ce qu'on intégrait ou pas les licenciements collectifs pour faire simple, mais pas que. On va parler des restructurations avec l'APC, l'accord de performance collective, ou la rupture conventionnelle collective, qui sont aussi des outils de restructuration. Finalement, nous les avons intégrés et je voulais vous en parler aujourd'hui pour attirer votre attention sur quelques points lorsque vous lirez l'ouvrage. Si on commence, donc vous verrez, il y a, alors je ne sais plus de mémoire, je ne l'ai plus à l'esprit, mais on doit avoir à peu près 8-10 procédures de licenciement éco, puisque vous savez, soit on a bien sûr l'individuel, on va le passer, soit vous avez des licenciements éco de 2 à 9 salariés dans les entreprises ou groupes de plus ou moins de 1000, ce qui change aussi un peu la donne. Et vous avez ensuite les licenciements, ce qu'on appelle les gros licenciements, les plans sociaux, plus de 10 salariés, pareil, entre entreprises de plus ou moins de 1000, puisque les procédures sont différentes, les dispositifs mobilisés sont différents. Donc, on a vraiment essayé de balayer assez large sur les licenciements éco. Et par exemple, si on prend là, ce que vous avez sous les yeux, c'est ce qu'on appelle le petit licenciement pour motif économique, donc de 2 à 9. Vous voyez en haut à droite, on nous dit c'est dans les entreprises là de moins de 50 salariés. Et à gauche, j'ai un rond pour nous dire ça doit être moins de 10 salariés. Donc, ça vous permet visuellement d'identifier le contexte dans lequel on parle de cette procédure. Sur ce type de licenciement pour motif éco, on a fait assez simple. L'idée, c'est de faire une sorte de timeline, donc une ligne de temps sur laquelle on va insérer des événements, donc les événements qui sont des événements obligatoires de par la loi, avec l'intérêt, c'est que vous voyez, il y a sous chacune des petites bulles des pictogrammes, vous avez une ligne de temps. On voit le premier, par exemple, convocation et ordre du jour, c'est le jour J. Ensuite, j'aurai la réunion de mon CSE, J+5, information de la DRIT, J+6, etc. Donc, vous pouvez ici, encore une fois, en un clin d'œil, avoir les différentes étapes de la procédure. Et à ces étapes-là, on a quoi? On a le timing qui est associé pour ne pas se tromper lorsque vous allez faire votre calendrier. Et ensuite, on voit également les éléments qui doivent être intégrés dans chacune de ces étapes. Par exemple, sur la lettre de convocation et l'ordre du jour, la question qui vient tout de suite derrière, le client nous dit « on met quoi dedans ?» Est-ce que vous mettrez dedans? À minima, il y aura 2 choses. C'est l'information du projet de restructuration et de compression des effectifs. Deuxièmement, l'information au CSE du projet de licenciement collectif pour motif éco. Bien sûr, et là on le rajoute, c'est que vous avez aussi la possibilité de mettre les critères d'ordre. On ne va pas rentrer dans le détail là-dessus. Et on vous met un petit encart orange. Encore une fois, là, c'est plus un aspect très pratique, un point de vigilance pour vous dire attention, pensez dès cette date-là à récupérer les documents du CSP qui seront remis aux salariés. Ça vous fera gagner du temps et ça évitera d'y penser la veille pour le lendemain. Donc, on attire aussi l'attention d'un point de vue opérationnel pour le lecteur. Ensuite, on va passer assez simplement, mais vous voyez, sans faire une lecture exhaustive de l'infographie, on voit la deuxième étape qui est la réunion du CSE. On verra en dessous le temps et les éléments qui seront abordés lors de cette réunion, l'information auprès de la DRIT et enfin la mise en œuvre pour cette première étape de l'infographie, la mise en œuvre des mesures de reclassement éventuellement identifiées. J'attire votre attention sur un point. Nous avons fait cet ouvrage en bien sûr décortiquant, expliquant les dispositions légales et réglementaires. Adrien vous a dit, n'oubliez pas des fois dans votre convention collective d'aller vérifier quand même tel ou tel point, puisque vous savez, enfin nous, par définition, on ne pouvait pas faire une étude exhaustive de toutes les conventions collectives, donc on s'en attache à la loi et au règlement. En revanche, à chaque fois, nous vous mettons dans les résumés, dans le texte qui précède chaque infographie, attention, vérifiez bien les dispositions conventionnelles qui peuvent prévoir des mesures spécifiques dans telle et telle manière. Donc ça veut dire qu'on a été aussi soucieux de s'assurer que
on ne se jette pas non plus totalement dans l'infographie. On sait qu'elle nous donne une structure, un corps. Après, on a heureusement les points de vigilance qui vous permettent dans votre pratique d'aller rechercher quelques autres informations indispensables. On peut passer à la deuxième slide. Sur ce petit licenciement éco, on termine avec une slide de 2 sur 2. Vous voyez, il y a le titre au milieu et on voit un encadré jaune où il est marqué 2 sur 2. Donc, on sait que c'est la deuxième slide du pack qui concerne ce type de procédure. Et là, on en est en fait maintenant à la phase imaginée de la mise en œuvre de la rupture des contrats de travail, avec l'envoi des lettres de convocation, la tenue de l'entretien et la proposition du contrat de sécurisation professionnelle le même jour, et on voit que c'est réuni sur la même étape, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Ensuite, la notification des licenciements, le cas échéant, l'information de la DRIT, et on vous met une dernière étape qui vous permet de vous rappeler que le salarié a un délai pour adhérer au CSP. Ce délai peut en pratique être postérieur à la date à laquelle vous envoyez la lettre de licenciement, auquel cas, si le salarié adhère au CSP alors que vous lui avez notifié le licenciement ne produit pas d'effet puisque c'est l'adhésion au CSP qui l'emporte. Vous voyez toutes ces étapes-là aussi, c'est très important, mais c'est l'intérêt. Hein. Encore une fois, on pense souvent, il y a les opérationnels, les managers qui n'ont pas forcément le même bagage juridique. Et de se souvenir de tout, ça peut être un peu compliqué, surtout quand vous lisez les articles les uns à la suite des autres. Là, une présentation simple, ça permet aussi de rassurer sur ce qu'il ne faut pas rater et aussi la durée que peut prendre une procédure, puisque c'est aussi souvent des choses qu'on nous demande en disant ça va nous prendre combien de temps. Passons à l'autre slide. Alors là, je ne vais pas vous faire je ne vais pas vous la commenter, je vais simplement vous faire une observation. On est sur les grands licenciements pour motif éco, je vous en ai parlé, donc les licenciements avec plan de sauvegarde de l'emploi. Et bien sûr, tout dépend s'il y a des élus, pas des élus, si on est dans des entreprises de plus ou moins de 50, avec des groupes de plus ou moins de 1000. Donc ça fait beaucoup d'informations, mais tout cela, on vous le met très clairement dans les résumés qui précèdent les infographies. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'en la matière, vous verrez sur les calendriers qu'on a pris, ce sont des calendriers qui sont purement indicatifs et en fait qui ressortent de notre pratique. Pourquoi? Parce qu'en matière de PSE en particulier, vous savez qu'il y a une articulation entre la négociation éventuellement d'un accord majoritaire pour définir le contenu du PSE, des critères, etc. Et puis, vous avez parallèlement à ça la consultation des élus du CSE. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'on articule ces deux phases? On pourrait imaginer différents types de stratégies en matière de restructuration, soit la négociation préalable d'un accord majoritaire et ensuite la consultation du CE, soit concomitamment négociation d'un accord majoritaire avec en parallèle consultation du CSE. On pourrait aussi imaginer une troisième solution qui serait négociation préalable d'un accord de méthode majoritaire sur les modalités de consultation-négociation. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait imaginer. Donc, ce qu'on a pris le soin d'indiquer dans chacun des résumés des textes, c'est que l'exemple qui est pris en infographie s'inscrit par exemple dans telle ou telle stratégie. Autrement dit, on sait bien que sur ce type de procédure, jamais vous allez, disons que ça vous permet d'avoir un référentiel, mais évidemment, on sait très bien qu'une mesure de PSE, ça oblige à une étude beaucoup plus importante de la situation, des objectifs fixés, etc., etc. Donc faites attention quand vous lirez nos infographies là-dessus, regardez bien dans quel contexte on s'est positionné pour dérouler le schéma de procédure et les différentes étapes. On peut passer presque, il doit en rester 2-3 slides et on aura terminé. Quelle est la procédure à suivre pour mettre en œuvre une rupture conventionnelle collective? Donc, vous savez, dans les outils de restructuration, bien souvent, on pense à licenciement PSE. Évidemment, il n'y a pas que ça. On a surtout les accords de rupture conventionnelle collective. Donc, qu'est-ce qu'un accord de rupture conventionnelle collective? Alors, dans les infographies, il y a 2 autres infographies qui précèdent celle-ci, mais je ne voulais pas vous les présenter inutilement, elles ne présentaient pas forcément un intérêt particulier. Ici, celle-ci, en tout cas, à vous montrer, c'est que l'intérêt, une fois que vous avez défini votre accord de rupture conventionnelle, c'est comment est-ce que ça se passe. Et donc, ici, vous avez un schéma, parce qu'il peut être plus ou moins complexe, mais qui est finalement assez simple avec les pictogrammes, qui voient qu'une fois que l'accord a été négocié, vous devrez le faire valider sur le portail RUPCO, que vous connaissez. Ensuite, il faudra attendre la décision de la DRIT par rapport au document, et soit vous aurez une validation express, et on le met clairement dans le
l'encadré numéro 2, soit vous avez une validation express et on voit qu'il y a une notification qui sont faites aux différentes parties prenantes, soit il n'y a pas de validation express, mais il n'y a pas de refus non plus, c'est ce qu'on appelle une validation implicite. Et dans ces cas-là, je vous indique dans cet encadré à qui vous devez faire parvenir l'information qui est une validation implicite. Donc finalement, encore une fois, quand vous lisez les textes qui vous font des renvois sur renvois sur renvois, ça peut être un peu illisible, ou en tout cas très compliqué. Et quand on pose tout sur la table et qu'on fait des schémas, eh ben, on arrive à s'y retrouver beaucoup plus facilement. Enfin, sur la mise en œuvre de l'accord de rupture, c'est l'encadré numéro 3. Eh bien, assez simplement, on voit qu'il y a 3 étapes. C'est 1, on met en œuvre les ruptures d'un commun accord. Deuxièmement, on aura la consultation du CSE pour le suivi de l'accord et des actions qui sont prévues dedans. Et j'aurai un bilan à faire au plus tard 1 mois après la fin des mesures de reclassement, avec toujours en parallèle ce souci d'information, transmission à la DRITS via le portail Rupco des différentes informations. Encore une fois, ici, c'est l'idée de simplifier ou de clarifier la procédure de mise en œuvre d'une ERCC qui finalement, quand on voit les différents interlocuteurs qu'on doit avoir entre les élus du CSE, les signataires de l'accord, donc les organisations syndicales et la DRITS, on peut se perdre dans les délais, dans les étapes. Et cette fois-ci, il n'y a plus de raison de se perdre. On passe à une autre slide qui concerne cette fois-ci alors l'accord de performance collective, vous en avez tous entendu parler. Peut-être que vous en avez mobilisé chez vous ou pas. Donc, avant cette slide-là, nous avons d'autres slides qui indiquent c'est quoi un accord de performance collective, qu'est-ce que doit contenir un accord de performance collective. Et moi, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est aussi, parce que ça fait partie de l'ouvrage, nous avons des exemples qui permettent de mieux comprendre la portée du dispositif. Et donc, que peut-on faire avec un accord de performance collective? Alors, il y avait plein de choses, là, on en a retenu 2, notamment un exemple sur la rémunération. On peut imaginer que vous avez quelqu'un, Pierre, on l'a pris, il est cadre commercial, il est à 35 heures par semaine et il gagne 3 000 €. Eh bien, avec un accord d'APC, on pourrait imaginer aménager la durée du travail ou la rémunération de Pierre. Comment? Soit on lui laisse une durée, par exemple, de travail identique, 35 heures, et on diminue sa rémunération à niveau du minima conventionnel, pas en deçà. Là, on laissait supposer, dans l'exemple que je vous ai donné, c'est indiqué qu'il est au-dessus du minimum conventionnel. Eh bien, on peut imaginer avec l'APC de remettre à niveau. Donc, il travaille autant, mais en gagnant moins. On pourrait aussi imaginer de combiner à la fois une réduction de sa durée du travail en disant on n'a pas besoin finalement aujourd'hui de 35 heures, mais 25 heures nous suffirait. Et en plus, on voudrait un taux horaire qui soit celui du minima conventionnel. C'est aussi possible. Alors là, je prends des exemples, c'est très caricatural. Évidemment, quand vous êtes en négociation avec les partenaires sociaux, il y a toujours un équilibrage à trouver. Simplement, on était dans la caricature, ou en tout cas pour vous montrer ce qu'il est possible de faire dans l'absolu. Entre l'absolu et la réalité, eh bien, il y a des discussions, et les discussions aboutissent à un accord. Le deuxième point, le deuxième exemple, la mobilité aussi professionnelle. La mobilité professionnelle, c'est quoi? C'est au-delà de la mobilité géographique qui est possible, la mobilité professionnelle ou fonctionnelle. On peut imaginer qu'on a une personne, on est dans le BTP, on a Hugo qui est chef de chantier, qui est en classification N3, il a 169 heures et il gagne 2500 €. Eh bien, on aurait pu imaginer qu'avec un accord APC, une partie, toute ou partie des chefs de chantier vont, par exemple, devenir grutier. Alors, sous réserve qu'il ait l'accréditation, etc. Ne rentrons pas dans ces détails-là, mais c'était l'idée de dire qu'on peut passer d'un poste A à un poste B avec une durée du travail inférieure et peut-être un niveau de rémunération différent également. L'accord APC permet tous ces aménagements qui s'imposent au contrat de travail. Autre slide, mais je crois qu'on en aura terminé. Ah oui, je crois que c'était le dernier. Voilà. Voilà. Non. Donc maintenant, c'est les questions-réponses. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jean-Julien et Adrien. Alors, vous êtes beaucoup à nous avoir posé des questions, donc on va répondre du mieux qu'on peut. Une première question, c'est comment négocier une rupture conventionnelle? Sachant que, je le précise avant que ces messieurs répondent, on a aussi évidemment des slides sur la rupture conventionnelle individuelle dans cet ouvrage.
Sur cela, alors on ne va pas vous donner le sommaire, vous pouvez le consulter sur Internet, hein, mais c'est vrai qu'on a vu tous les cas de rupture du contrat de travail, de la mise à la retraite, de la prise d'acte, la résiliation judiciaire, bref, et effectivement la rupture conventionnelle puisqu'on en parle. Alors, comment négocier une rupture conventionnelle individuelle? Oui, oui. C'était celle-ci. Hein. Alors, sur cela, je dirais qu'il y a, je ne sais pas, souvent on essaie de comprendre la question derrière la question. C'est quoi? C'est est-ce qu'on peut forcer le salarié ou est-ce qu'on peut forcer l'employeur à signer une rupture conventionnelle? Je dirais qu'il n'y a pas forcément de stratégie particulière. C'est dès lors que, vous savez, la rupture conventionnelle, elle peut être mise en œuvre tant à l'initiative de l'employeur ou du salarié. Donc, si un employeur a envie, besoin d'envisager une telle procédure, il n'y a pas vraiment de manière spécifique, mis à part de rencontrer évidemment le salarié, puis derrière discuter de l'intérêt ou de l'opportunité pour l'un et pour l'autre de ce type de procédure. Ce qu'on peut imaginer en revanche, c'est souvent se dire est-ce qu'il ne faudrait pas, si vous avez ce type de question, on l'a parfois lorsqu'on va être clair, hein, on est avec un salarié avec lequel on est un peu en difficulté, on n'a pas forcément suffisamment d'éléments pour se dire on va à une éventuelle rupture et à la fois, ça nous soulagerait peut-être de s'en séparer pour différentes raisons. Eh bien, on nous dit, mais est-ce qu'on peut lui demander une rupture conventionnelle? Ben oui, et on va nous dire oui, mais ça montre bien qu'on ne s'entend pas, qu'il y a un peu de crispation. Est-ce que ça ne pourrait pas remettre en cause la rupture conventionnelle? Évidemment que non. Hein. Même un terrain un peu conflictuel n'est pas pour autant quelque chose qui viendrait invalider une rupture conventionnelle. On se doute bien que quand on se sépare, c'est vrai dans la vie professionnelle, c'est vrai dans la vie privée, c'est qu'à un moment donné, quelque chose qui va plus bien. Donc, l'intérêt, c'est de le faire en intelligence. La rupture conventionnelle a permis de régler quand même beaucoup de licenciements qui étaient un peu déguisés avec des absences injustifiées, par exemple, parce qu'on en faisait énormément lorsque c'était le cas. Aujourd'hui, ça a pacifié un peu les relations et en tout cas, dédramatiser les ruptures, on ne s'entend plus, on se retrouve. Et je dirais à l'employeur, parfois, si c'est un conseil pour comment le négocier, n'hésitez pas parfois quand même à majorer l'indemnité de rupture, peut-être de l'équivalent, par exemple, du préavis qui aurait été payé s'il avait été licencié, mais vous ne l'aurez pas voulu dans l'entreprise, vous lui aurez dit tu restes chez toi et tu prends 1, 2 ou 3 mois de préavis. Eh bien, parfois, il peut être bien de majorer l'indemnité de rupture conventionnelle pour aussi acheter ce qu'on appelle la paix de l'esprit, parce que vous allez traîner une procédure 1 mois, 2 mois, 3 mois, avec toujours un dossier bancal. Si vous savez que ça peut faire pencher la balance en donnant 1 ou 2 ou 3 mois supplémentaires, c'est aussi un élément à intégrer là-dedans. Alors, autre question, est-il possible de sanctionner un salarié qui est donc en arrêt maladie et qui travaille dans une autre entreprise durant ce même arrêt maladie? Alors, vous avez un arrêt assez récent qui est tombé, qui est la Cour de cassation, qui vient vous dire que travailler pendant un arrêt maladie n'est pas nécessairement fautif. On vous dit pas, donc ça laisse supposer que ça peut aussi l'être. Je dirais que tout dépendra là, c'est des questions où il faudrait vraiment voir le dossier, quel est le poste occupé, où est-ce qu'il travaille, ce salarié, est-ce qu'il fait exactement la même chose. Je vous le dis, j'ai eu un contentieux là-dessus qui a été perdu malheureusement. C'était la belle-sœur du chef d'entreprise qui était malade, qui ne s'entendait plus, je vous passe tout un tas de raisons, et qui finalement, pendant son arrêt de travail, elle a été travaillée donc quasiment plus juste en face, deux rues derrière, et c'était su. L'employeur a procédé à son licenciement, elle l'a mis au prud'homme, et au prud'homme, on s'est aperçu que le médecin traitant avait indiqué, mais ça, nous ne pouvions pas en avoir connaissance, qu'elle ne pouvait plus travailler dans les conditions qui étaient celle de son emploi dans l'entreprise, mais elle peut aller travailler ailleurs si ça lui fait du bien. Pour faire simple, c'était ce qui était à peu près indiqué. Bon, voilà, alors on a décidé de ne pas aller plus loin. En appel, on aurait peut-être eu quelque chose ou pas, mais c'est pour vous dire qu'il y a toujours aussi le premier filtre du Conseil de prud'homme, qui sont parfois des jugements un peu en opportunité plus qu'en droit. Donc, sur ce type de licenciement, en soi, ça n'entraîne pas nécessairement une faute, mais c'est pour ça qu'il faut bien qu'on regarde le contexte, l'entreprise, l'emploi occupé, qu'est-ce qu'elle fait ailleurs, depuis combien de temps, etc., etc. Alors là, une question qui va certainement être plus pour Adrien, parce que c'est du disciplinaire. Est-ce qu'on peut faire un avertissement sans convocation au préalable? Oui, alors justement, on a des infographies qui sont orientées sur cette thématique de l'avertissement au début de l'ouvrage. On a cette procédure simplifiée qui existe parce qu'on considère que l'avertissement vient surtout ancrer le fait fautif dans le dossier disciplinaire du salarié. Globalement,
il faut bien comprendre que cet avertissement, voilà, il a surtout pour objectif de servir potentiellement à aggraver une sanction ultérieure. Parce qu'on a évoqué plusieurs fois aujourd'hui le délai de 2 mois pendant lequel on pouvait sanctionner un salarié, mais il y a un autre délai qu'il faut avoir en tête, c'est le délai de 3 ans. À partir du moment où on a sanctionné un fait fautif, durant lequel on peut se servir de cette sanction et de ce fait fautif pour aggraver une sanction ultérieure. Imaginez, vous avez un salarié qui est en retard plusieurs fois dans une même semaine. Vous allez lui envoyer un avertissement par lettre recommandée ou remise en main propre. Donc, pas besoin de convoquer, de tenir un entretien pour ça, vu que c'est la procédure simplifiée. Si 3 mois après, il recommence à être de nouveau en retard et que ces retards sont suffisamment importants, on pourrait potentiellement passer à une sanction plus forte en se servant comme argument de la sanction qui a été donnée déjà précédemment. Donc, cet avertissement, c'est un petit peu de marche-pied à une sanction plus forte et vient aussi essayer de limiter un petit peu la casse le plus tôt possible en disant attention, pour l'instant, ce n'est qu'un avertissement, mais ce comportement ne doit pas être reproduit. Donc, pas la peine pour une sanction aussi faible de passer par cette étape de la convocation. Par contre, il est possible, si vous souhaitez et si vous n'êtes pas encore sûr de la sanction que vous allez prendre, de convoquer et faire un entretien pour après partir sur un simple avertissement. Rien ne vous empêche de faire ça. Et ça permet aussi, c'est ce qu'on fait parfois chez les clients, de marquer un peu l'esprit du salarié. Parce que recevoir un simple courrier, beaucoup de salariés peuvent s'en moquer, alors que s'il y a une convocation avec un véritable entretien, il peut y avoir un impact psychologique plus fort qui va peut-être limiter la récidive d'un fait fautif. Alors là, c'est une question qui est en lien avec l'inaptitude. Une personne nous demande concernant le reclassement, sur quoi est exactement consulté le CSE? Sur quoi est exactement consulté le CSE? Précisément sur les solutions. Le texte nous dit les solutions de reclassement identifiées. C'est-à-dire que vous allez indiquer dans les informations générales le salarié, quel est son emploi occupé, certainement depuis combien de temps il l'occupe, quelles sont les tâches qu'il effectue dans le cadre de son emploi, puisque vous savez qu'un emploi est constitué de tâches. C'est pour ça que le salarié peut être inapte à certaines tâches ou à l'exécution de certaines d'entre elles dans les conditions de travail actuelles. Et une fois que l'avis et les observations du médecin sont émis sur les tâches que le salarié peut être amené à effectuer ou à ne plus effectuer ou différemment, alors l'employeur identifie des aménagements possibles au niveau des emplois existants. Et c'est une fois qu'il a identifié une solution qui correspond aux attentes du médecin, alors, dans ces cas-là, on consulte le CSE précisément sur le poste de reclassement. Si je peux me permettre en 2 secondes, par contre, il y a des fois, c'est sur l'avis d'inaptitude, j'attire votre attention et on le mettra dans l'ouvrage, lorsque vous avez des fois des avis d'aptitude qui sont émis, mais avec des restrictions telles qu'elles vident en fait l'emploi de sa substance. Ça arrive en vous disant il est apte, mais il ne peut pas faire ci, ça. Bref, il ne peut rien faire. Et là, vous êtes bien bloqué parce que vous ne pouvez pas engager de procédure d'inaptitude, puisque par définition, vous êtes sur un avis d'aptitude. Donc surtout, faites attention parce qu'on en a vu des personnes qui partent sur une inaptitude en disant mais de toute façon, elles étaient si importantes qu'il ne pouvait plus rien faire, donc c'est comme s'il était inapte. Ce n'est pas comme s'il l'était, puisqu'il ne l'est pas. Et là, le réflexe à avoir, c'est de tout de suite interroger le médecin pour lui faire valoir que l'avis qu'il a émis et les restrictions qu'il a données sont telles qu'elles atteignent l'emploi même du salarié. Et donc, ça veut dire qu'il est plutôt inapte et éventuellement apte avec réserve sur certaines tâches. Mais les conséquences juridiques sont diamétralement opposées. Ça, alors, on va prendre… Excusez-moi. On va prendre une dernière question, sans doute plus pour Adrien, c'est sur la période d'essai. La personne nous demande le délai de rupture de période d'essai par le salarié, se fait-il en jours ouvrés ou calendaires? La question piège. Dès qu'on est sur la période d'essai, on parle de calendaire. Alors, on a quand même des spécificités avec des périodes de suspension de la période d'essai, avec par exemple des périodes d'arrêt maladie qui viennent justement repousser le moment où la période d'essai pourrait s'achever. Mais là, par exemple, lorsque l'on parle de… je reprends ma fiche. Par exemple, du délai de 24 heures pour le salarié, s'il est en entreprise de moins de 7 jours, pardon. Dans ce cas-là, on est sur du calendaire. Juste un détail là-dessus. Effectivement, enfin, que ce soit en calendaire ou en heure, puisque dans certains cas de figure, vient vous dire Adrien, c'est 24 heures, donc il n'y a pas de débat, ou 48 heures. Et ensuite, on parle de semaines, 2 semaines. 2 semaines, je rappelle, c'est pas 15 jours. Très souvent, on a le réflexe 15 jours. Non, 2 semaines, c'est 14 jours.
Et effectivement, ce sera bien des jours calendaires. Ben merci messieurs, merci pour vos questions. Alors on va arrêter le webinaire maintenant. Simplement pour vous dire donc que l'ouvrage sera disponible en librairie dès le 21 avril, mais que vous pouvez maintenant faire des précommandes et bénéficier du coup d'ailleurs d'un tarif préférentiel. Voilà. Donc on espère que la forme de cet ouvrage, et comme vous le voyez d'ailleurs sur ce slide, on voit bien ce que vous a expliqué à plusieurs reprises Jean-Julien Jarry, c'est-à-dire que vous avez en miroir de chaque infographie une page de texte où on vous fournit un certain nombre de points de vigilance et vous voyez aussi écrit en petit en bas, il y a les textes du Code du travail et il y a aussi le renvoi à un de nos ouvrages qui est le dictionnaire social, donc qui lui est effectivement beaucoup plus touffu, beaucoup plus complet. Voilà, si vous avez envie de lire plus de choses, voilà, l'infographie étant vraiment le mémo et qui peut être effectivement accompagné d'autres supports. Voilà, donc sur cette collection, ce n'est pas le premier-né, hein, la procédure disciplinaire. Vous avez aussi, dans le même esprit, c'est-à-dire avec infographie et page texte pour les points de vigilance, un ouvrage qui porte sur le droit du travail de manière plus générale et un autre qui est en rapport avec les missions des élus du CSE. Voilà, donc là, vous avez un panel assez complet et nous espérons mais évidemment que l'ouvrage, quand il sera entre vos mains, vous plaira et nous espérons vous revoir aussi peut-être lors d'une prochaine webconférence. Merci à vous juste et merci surtout à messieurs. Un dernier point, si il y a besoin d'échanger, etc., on a aussi nos comptes LinkedIn de disponibles où ça nous arrive d'échanger avec certaines personnes sur ce qu'on a pu faire ou sur ce que l'on fait. Donc, n'hésitez pas aussi. Et puis, évidemment, merci à la Revue Fiduciaire. C'était un super projet, surtout très, très bien mené. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Au revoir. Merci, à bientôt. Au revoir.